On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Barbe, historienne dans cette université et coprésidente de l'AFEMUSE, l'association de préfiguration du musée des féminismes, qui présente sa première exposition à la bibliothèque universitaire. Vous l'avez sans doute déjà vue ou revue. Donc la conférence d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la programmation culturelle de cette exposition. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Françoise Thébault. Vous connaissez l'expression grande historienne. Voilà, Françoise est une grande historienne et elle va nous parler d'un livre qu'elle vient de co-diriger sur les féminismes au niveau mondial, mais quand même quelques mots pour la présenter. Françoise a d'abord été une historienne de la maternité dans les années 1970, et d'ailleurs sa thèse vient d'être rééditée quand nos grands-mères donnaient la vie, les manières d'accoucher entre les deux guerres, entre autres, mais c'est quand même plutôt ce sujet. Donc la thèse avec des notes, un livre essentiel pour pas mal de cours en histoire. Dans mon cours sur l'histoire du corps, je m'en suis beaucoup servi de cette thèse. Et Françoise ensuite a créé, je n'ai pas cité toutes ses publications, mais elle a créé la revue Clio, Histoire, Femmes et Société, en 1995. Donc on fête cette année les 30 ans de cette... c'est la revue d'histoire des femmes et du genre en France. Avant, il y avait eu Pénélope, qui avait duré un petit peu... 6 ans, voilà. Alors, François, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi l'historienne qui a travaillé sur l'historiographie, l'épistémologie de l'histoire des femmes et du genre. Donc quand on s'intéresse à ce sujet, on a forcément lu son livre sur l'histoire des femmes et du genre, qui présente les étapes du développement de ce nouveau champ de la recherche en histoire. Et elle a été professeure, donc elle communique toujours avec beaucoup de sens de la pédagogie. Et vous pourrez regarder tout à l'heure ce numéro de la documentation photographique sur la condition des femmes de 1789 à nos jours, très utile pour l'enseignement. Voilà, Françoise a fait énormément de choses collectives. Elle s'intéresse aux autres avec beaucoup de générosité, et outre la création de Clio en 1995, qui est une date essentielle, elle a créé également en 2000 Mnémosyne pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre. Donc c'est l'association où se retrouvent les spécialistes de ce champ, qui a besoin d'être défendu encore et encore, surtout dans le contexte un peu difficile qui est en train de se mettre en place de nos jours. Donc j'en dirai pas plus, simplement voilà, vous pouvez mesurer comme moi à quel point c'est précieux de pouvoir écouter Françoise Thébault aujourd'hui nous parler pendant 1 heure, 1 heure et quart de ce dernier livre, donc Les féminismes, une histoire mondiale, 19e, 20e siècle. Et il y aura une dédicace à la fin. S'il y a demande. Si besoin, si vous achetez ce beau livre. Merci Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci à l'association AFEMUSE, aux porteuses de ce magnifique projet de musée d'histoire des féminismes. C'est vraiment un très très beau projet. Merci aux réalisatrices de cette belle exposition de m'avoir invitée et proposé cette conférence. Alors, le titre est ambitieux, Les femmes sont dans la rue, une histoire mondiale. Mon propos sera un tout petit peu plus modeste. Je vais présenter l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Annick Ripa, donc Les féminismes, une histoire mondiale, paru en mars dernier, et mettre cet ouvrage en résonance avec l'exposition
que j'ai longuement parcouru aujourd'hui. J'ai passé plus de 2h30, j'ai tout lu, tout écouté, et c'est passionnant. Donc ce sont des projets complémentaires et différents à la fois sur 2 points. L'exposition est centrée sur la France, avec des échos internationaux. L'ouvrage privilégie la dimension mondiale et a volontairement limité les entrées sur la France. Il y a 107 entrées et une dizaine seulement sur la France. Deuxième différence, en partant de la rue comme espace d'insubordination et de mobilisation, l'exposition présente des combats de femmes de diverses natures, y compris la grève ouvrière ou la participation des femmes à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage s'est limité aux combats strictement féministes dont il donne la définition suivante. Le féminisme est à la fois donc un corpus d'idées dénonçant l'ordre de genre établi, soit les relations sociales et culturelles entre hommes et femmes, qui sont souvent des relations de pouvoir, et il est également un ensemble de mobilisations pour l'égalité entre les sexes et la liberté des femmes. Égalité et liberté sont des thèmes fondamentaux. Le féminisme est donc un humanisme et il porte l'utopie d'un monde meilleur qui n'est pas encore advenu à ce jour. Quelques mots maintenant de l'histoire de ce livre et de son projet éditorial. À l'origine d'un livre, comme c'est souvent le cas, il y a une demande d'une maison d'édition, en l'occurrence une maison assez peu connue, Textuel. Cette petite maison avait déjà publié dans cette collection d'histoire mondiale 2 titres, Histoire mondiale de l'anarchie et une très novatrice, Histoire mondiale des luttes pour l'environnement. C'est aussi très passionnant, on apprend beaucoup de choses. Cette demande m'a été adressée par Textuel, de faire une histoire mondiale des féminismes, car j'avais déjà coécrit pour cette maison d'édition La Fabrique des filles en 2010. Donc je réponds avec enthousiasme à cette demande, d'autant que mon travail précédent, une biographie d'une femme, j'avais envie de faire une biographie d'une femme, donc, elle s'appelle Marguerite Thibert, c'est une 1886-1982, c'est à la fois une militante féministe, socialiste et pacifiste, et une fonctionnaire internationale qui a fait carrière à l'Organisation internationale du travail à Genève. Donc ce travail biographique m'avait fait connaître de nombreuses organisations féministes internationales et découvrir des mobilisations transnationales, comme celle que je vous montre sur la diapositive, le recueil par 14 organisations féministes internationales de 8 millions de signatures de femmes pour le désarmement et le dépôt de ces paquets de pétitions le 6 février 1932 à la conférence du désarmement réunie par la Société des Nations, donc à Genève. L'ouvrage présente cette mobilisation qui a été initiée par une organisation qui existe toujours, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, organisation née en 1915 pour défendre la paix. L'ouvrage rencontre également cependant des divisions des féministes entre 1914 et 1918, divisions entre féministes nationalistes, majoritaires très souvent dans les pays belligérants, et féministes pacifistes, qui restent une minorité. Donc seul un travail collectif pouvait répondre à cette ambition mondiale, d'où une codirection donc avec Yannick Ripa et l'apport de 35 autres plumes françaises et étrangères. Alors, je vais expliciter maintenant le projet de l'ouvrage par les mots de son titre. Donc les féminismes, au pluriel, une histoire mondiale, 19e, 20e siècle. Une histoire mondiale, cet ouvrage propose en effet, tente de proposer un tour du monde des féminismes dans la longue durée de 2 siècles, de la Révolution française à l'an 2000. L'exposition commence aussi à la Révolution française, mais l'ouvrage n'aborde pas le XXIe siècle, sauf dans une postface. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu sans doute autant d'entrées pour les 25 dernières années que pour les 2 siècles précédents. Histoire mondiale avec l'objectif de décentrer notre regard, qui est souvent soit franco-centré ou au moins occidentalo-centré. Je vous montre, tout mon propos s'appuie sur des documents qui sont dans l'ouvrage.
Sur la diapo, vous voyez d'un côté une de Phu Tan Van, c'est la Gazette, ça se traduit, c'est du vietnamien, c'est la Gazette des femmes, publiée à Saïgon entre 1929 et 1935, où elle est interdite par les autorités coloniales françaises, puisqu'elle réclame des droits des femmes, mais elle a aussi un accent très anticolonialiste pour l'indépendance du Vietnam. De l'autre côté, un autre document, le portrait en une d'un journal dont je reparlerai plus tard, Femmes du monde entier, qui est le mensuel de la Fédération démocratique internationale des femmes, on en reparlera tout à l'heure. Donc en couverture, le portrait d'une institutrice guinéenne qui s'appelle Jeanne Martin Cissé et qui est la première secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes, fondée à Dar es Salaam en Tanzanie en juillet 1962, un an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc les femmes africaines sont organisées avant les hommes africains. Cette organisation de femmes, qu'on appelle souvent la panafricaine, mène des luttes à la fois politiques contre le néocolonialisme et féministes. Par l'union des Africaines au-delà des frontières, il s'agit de faire mieux entendre les revendications des femmes dans les nouveaux États africains issus de la décolonisation. Décentrer le regard, c'est montrer ainsi la diversité des féminismes. Et le pluriel est fondamental, et c'est Christine qui l'a utilisé pour la première fois, je crois, dans la publication de ta thèse en 1995. Car si on peut donner une définition générique du féminisme, on l'a fait tout à l'heure, il faut souligner qu'il y eut et qu'il y a encore aujourd'hui des féminismes. Et hier comme aujourd'hui, des revendications contradictoires de représenter le vrai féminisme. Qui est féministe, qui ne l'est pas. Diversité des féminismes dans l'espace, je vous ai montré le Vietnam des années 30, l'Afrique des années 60, mais aussi diversité des féminismes dans le temps. Voici deux photographies qui le montrent bien. À gauche, vous avez un groupe de participantes au congrès fondateur du Conseil international des femmes, fin mars 1888, à Washington. Le Conseil international des femmes, c'est la première des grandes organisations féministes internationales et elle existe toujours aujourd'hui. Ces femmes fondatrices du CIF sont assez âgées, austères. Elles veulent organiser une association très structurée. Certaines sont chapeautées, qui est le signe d'une appartenance à une classe aisée. À droite, c'est une photographie de la marche, je crois qu'il y a la même dans l'exposition, c'est une photographie de la marche pour la contraception et l'avortement libre et gratuit à Paris, le 20 novembre 1971, le même jour qu'une mobilisation internationale sur ces revendications, donc contraception et avortement libre et gratuit. Des jeunes femmes qui dansent, chantent et brûlent en fin de manifestation le cercueil des victimes des avortements clandestins. Ces deux photos font comprendre la nature différente, à la fois dans le mode d'organisation et dans les revendications, des mouvements qu'on appelle de la première vague féministe et de la seconde vague féministe à partir des années 1970. Donc diversité dans l'espace, diversité dans le temps, mais aussi troisième source de diversité des féminismes. À un moment donné, dans un pays donné, coexistent, voire se confrontent et s'affrontent, des courants qui n'ont ni la même approche théorique, ni la même conception des combats prioritaires et des modes d'action. Je vais prendre l'exemple qui est aussi très présent dans l'exposition, de la différence entre suffragettes et suffragistes. Et je dois d'abord rappeler que le droit de vote pour les femmes devient une revendication prioritaire au début du XXe siècle dans les pays occidentaux, mais l'argumentaire comme les modes d'action sont divers. On peut réclamer la citoyenneté au nom de l'égalité de tous les individus ou bien au nom des qualités spécifiques que les femmes apporteront dans la cité. Vous avez des affiches dans l'exposition où je crois que c'est
l'amélioration du sort de la femme, qui réclament le droit de vote pour défendre la maternité, pour lutter contre tel et tel fléau social. Vous, comme mode d'action, vous pouvez utiliser des modes de pression pacifiques par le meeting, la presse, les pétitions. Vous pouvez aussi choisir la désobéissance civile, hein, comme la grève de l'impôt, la grève du recensement. Et vous pouvez enfin choisir la confrontation directe avec les autorités, hein, y compris des formes de recours à la violence, comme briser des vitrines ou même jeter des bombes, des petites bombes, comme l'ont fait les suffragettes britanniques. Et aujourd'hui, suffragette reste un terme péjoratif. Et d'ailleurs, vous avez aussi les rapports dans l'exposition des rapports des commissaires ou du préfet, qualifient les militantes de suffragettes, non pas de suffragistes, suffragette étant toujours quelque chose de péjoratif. Donc, à propos du Royaume-Uni, là, et ce sont la diapositive, la mémoire militante, mais aussi la mémoire nationale britannique, a retenu le combat acharné, hein, de la famille Pankhurst, mère et fille au pluriel, qui sont les leaders d'une organisation fondée en 1903, qui est la WSPU, hein, Union politique et sociale des femmes, qui aurait ainsi arraché la victoire en 1918. C'est ce qu'a montré aussi un film qui est évoqué dans l'exposition et que j'ai vu, hein, le film Les Suffragettes, un film de 2015. Vous avez, et elle est dans l'expo également, cette photo célèbre, hein, d'Emmeline Pankhurst, donc la mère, hein, arrêtée le 21 mai 1914, hein, alors qu'elle souhaite aller manifester devant Buckingham Palace. Mais d'autres mouvements existaient à côté de cette WSPU, d'autres mouvements suffragistes existaient au Royaume-Uni, sur lesquels insistent aujourd'hui les historiennes, mouvements qui ont joué un rôle au moins aussi grand que la première organisation. Il existe deux autres organisations importantes au Royaume-Uni, la Women's Freedom League, dont vous voyez la bannière. Cette organisation est une scission en 1907 de l'organisation des Pankhurst. Pourquoi ? Parce que ces femmes de la Women's Freedom League refusent la violence qu'utilise la famille Pankhurst et refusent l'autoritarisme d'Emmeline Pankhurst, qui mène ses troupes, ça se voit d'ailleurs bien dans le film, mène ses troupes comme une chef. Donc scission de 1907. Cette organisation utilise le sitting, s'enchaîner aux grilles ou proposer le boycott de l'impôt. Et il existe plus encore une troisième organisation, la plus importante en nombre, qui est l'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes, que dirige Millicent Fawcett, et qui a 50 000 adhérents en 1913. Vous la voyez là avec son bandeau, hein, tenant meeting à Londres en 1913, et la banderole indique bien que ce sont les suffragistes respectueuses de la loi. Alors, qui a permis d'obtenir le droit de vote en 1918 ? Les plus radicales ou les plus réformistes? Ça a toujours aussi été un débat, hein, dans les mouvements militants entre radicalisme et réformisme. Intéressant, c'est les questions de mémoire. La plupart des mouvements militants essaient de construire la mémoire de leur mouvement et d'en garder trace si possible. Donc sur cette question du suffrage, vous avez tout près de Westminster, hein, deux statues. La première à gauche, c'est celle d'Emmeline Pankhurst, qui a été inaugurée en 1930, 2 ans après la mort de la militante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le droit de vote au Royaume-Uni. En 1918, les Britanniques obtiennent le droit de vote, mais seulement si elles sont âgées de plus de 30 ans. Pourquoi ? Pour ne pas déséquilibrer le corps électoral, puisque on imaginait, ça a été voté avant la fin de la guerre, on imaginait qu'il y avait des centaines de milliers de soldats morts, donc il ne fallait pas un corps électoral plus féminin que masculin. Il y a donc une deuxième mobilisation des suffragistes et suffragettes dans les années 20, hein, et donc les femmes britanniques obtiennent le droit de vote à 21 ans comme les hommes en 1928 seulement. Et très récemment,
pour le centenaire du droit de vote, en 2018, a été inaugurée une autre statue, celle de Millicent Fawcett. Oui, et donc là sont réunis maintenant l'ensemble suffragettes et suffragistes qui ont mené ce combat et permis la victoire. Dernier mot à expliquer, une histoire mondiale et non pas l'histoire mondiale des féminismes. On ne peut pas prétendre avoir fait cela. Ce n'est ni la seule possible, ni un récit définitif. D'une part, l'ouvrage ne peut prétendre à l'exhaustivité. Des choix ont été nécessaires pour respecter le format voulu par l'éditeur, qui ne voulait que 100 entrées. On en a quand même obtenu 107, 7 de rab. D'autre part, nous ne savons sans doute pas tout sur les féminismes dans l'ensemble du monde sur 2 siècles. Et enfin, ce n'est pas le seul ouvrage qui propose une approche mondiale ou globale. J'en ai mis 2 exemples. Enfin, il y en a beaucoup de cités, ils sont nombreux à être cités dans la bibliographie, mais 2 sont montrés ici. Le Que sais-je de Florence Rochefort, l'histoire mondiale des féminismes, et l'ouvrage collectif dirigé par 2 États-Uniennes, Bonnie Smith et Nova Robinson. Alors, quelle est donc l'originalité de l'ouvrage par rapport à d'autres cités? L'originalité et l'attrait de l'ouvrage, me semble-t-il, réside dans le fait qu'il propose plusieurs niveaux de lecture. Mais ce jeu a aussi été fait dans l'exposition. Il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut regarder les images, on peut lire, on peut écouter, on peut créer aussi. L'ouvrage propose d'abord des textes, introduction explicative, générale et de partie, des focus, sans cette focus sur des figures, des mobilisations, des acquis chèrement gagnés, des ouvrages féministes qui ont fait date, bien évidemment, le deuxième sexe. Ces textes constituent du savoir historique condensé, mais qui se voulait aussi accessible, notamment pour un public scolaire et universitaire, enfin étudiant. S'y ajoutent, et c'est ce que je vous montre, des citations en exergue de chaque focus, citations qui invitent à la réflexion. Donc, en voici une, extraite d'un ouvrage qui s'appelle Jingwei Shi, je ne sais pas si je prononce bien, traduction La pierre de l'oiseau Jingwei, publication qui date environ 1906, d'une chinoise, d'une militante chinoise qui s'appelle Qiu Jin, que vous voyez en photo. Alors pourquoi a-t-elle cette arme, ce sabre? Parce qu'elle faisait les arts martiaux, sans doute aussi pour se défendre. De tout mon cœur, j'implore mes millions de compatriotes féminines d'assumer leur responsabilité de citoyennes. Debout, debout, femmes chinoises, levez-vous. Elles se lèvent à la fois pour les droits des femmes et contre la déliquescence politique de l'empire chinois. Cette militante est hostile à la pratique des pieds bandés. Elle lutte pour l'éducation des filles, pour l'accès au travail des femmes, et elle appelle donc ses compatriotes femmes à se mobiliser. Elle est en même temps, elle est féministe et révolutionnaire contre le régime impérial, préparant un coup d'État contre l'empereur. Elle est arrêtée en 1907 et décapitée à 32 ans. Deuxième originalité de l'ouvrage, c'est un ouvrage très illustré, avec une riche iconographie présentant environ 300 documents. Iconographie qui ne se veut pas une simple illustration pour faire beau et égayer, mais aussi une source d'information à part entière, pas seulement par des légendes assez détaillées. Observer et comparer les documents apporte de la compréhension historique, et on peut le faire aussi dans l'exposition. J'ai déjà mis en miroir tout à l'heure, précédemment, le congrès 19e siècle, souvenez-vous, la création du CIF, et la manifestation années 70, 2 types de féminisme différents. Sur cette diapositive, la tenue, habit chic, parure, chapeau, ombrelle, des dirigeantes féministes de la première vague. Là, vous avez à la droite de la photo une militante féministe belge qui se fait photographier avec ses amis. Elle s'appelle Léonie Lafontaine, c'est une vraie féministe, notamment sur les questions de travail des femmes. Mais cette prise de photo, son allure, signe son appartenance aux classes aisées et permet de saisir donc la réalité du clivage entre les grandes organisations libérales et les féministes socialistes ou bolcheviques qui, comme l'allemande
Clara Zetkin, 1857-1933, ou celle que vous avez sur la diapo, la Russe Alexandra Kollontai, 1872-1952, défendent avant tout les femmes prolétaires et critiquent ce qu'elles appellent péjorativement le féminisme bourgeois. Donc voilà encore un nouveau clivage qui est à l'origine du 8 mars. Vous avez aussi dans l'exposition une petite section sur le 8 mars. Et à l'origine, le 8 mars, c'est une création de la mouvance socialiste. Le congrès de l'Internationale des femmes socialistes, Copenhague, en 1910. Après, ça sera une tradition socialiste, communiste, récupérée par le mouvement de libération des femmes dans les années 70, puis institutionnalisée en France à partir de 1982. Donc vous voyez encore un nouveau clivage entre féministes libérales et féministes socialistes. Alors là aussi, c'est intéressant, parmi les historiens, la question du féminisme socialiste. Pendant longtemps, de nombreux historiens, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale, ont dénié un caractère féministe aux organisations dans les pays de l'Est ou en URSS. Depuis une quinzaine d'années, d'autres historiennes mettent en avant que ce ne sont pas simplement des courroies de transmission de régimes autoritaires, mais qu'elles ont aussi œuvré pour les femmes dans leur pays, mais aussi à l'échelle internationale, notamment en Afrique, pour aider les organisations de femmes africaines. L'iconographie a aussi permis d'aborder des points qui sont restés allusifs dans les textes. D'une part, l'antiféminisme, et on doit aussi à Christine d'avoir impulsé des recherches sur l'antiféminisme. Antiféminisme qui a toujours existé. Il y a un couple féminisme et antiféminisme, comme le montrent les quelques caricatures présentées dans l'ouvrage, telle celle-ci, française, qui est la une de l'Assiette au beurre, journal satirique français de tendance libertaire, donc anarchisant, plutôt à gauche, en date du 18 septembre 1909, présentant féminisme et féministes. Vous voyez comment sont mises en scène, présentées les militantes, comme des femmes laides, repoussantes et aux propos ridicules. Alors, je vous ai mis en plus gros la légende en dessous, ce qui fait notre force à nous apôtres, donc apôtres du féminisme, c'est la chasteté, la continence absolue que nous observons, malgré la convoitise masculine toujours posée sur nous. Donc c'est en contradiction avec cette laideur de femmes verdâtres, ayant besoin de lunettes, maigres, grosses, etc., etc. L'antiféminisme peut être encore plus violent que la caricature, allant jusqu'au féminicide, y compris au féminicide de masse. Et l'ouvrage présente, alors ce qui est donné comme le premier féminicide de masse, mais ça peut se discuter, féminicide qui est commémoré chaque année au Québec, le 6 décembre 1989, un étudiant de l'école polytechnique de Montréal, Marc Lépine, tire et tue 14 condisciples femmes avant de se suicider. Avant son meurtre, il a déclaré « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, au féminin, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes ». Le 6 décembre est depuis lors au Québec la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'échelle mondiale, l'ONU a choisi en 1999, le 25 novembre, comme journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Autre point suggéré par l'iconographie, l'iconographie permet d'envisager, de suggérer au moins, une histoire matérielle du féminisme, dont le combat s'appuie, outre sur des chansons, des slogans, des affiches, sur des objets fabriqués par des militantes ou sympathisantes. Je vous en montre deux, représentés dans l'ouvrage. À gauche, l'éventail suffragiste qui a été produit au moment du référendum féminin du 26 avril 1914 en France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce référendum féminin ? Le 26 avril 1914, c'est le premier jour des élections législatives de 1914. Le mouvement suffragiste est important depuis une bonne dizaine d'années et il décide de marquer un peu le coup, en 1914.
il organise, avec l'aide d'un journal, d'un quotidien qui s'appelle Le Journal, un référendum féminin. On met des urnes dans la rue, on crée de faux bureaux et on demande aux femmes de déposer un bulletin. Oui, je désire voter, ou non, je ne désire pas voter. Et après, on reproduit les résultats sur des cartes postales ou sur ce magnifique éventail qui est un objet beaucoup plus utilisé à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, je désire voter. Plus de 500 000 femmes ont dit oui et il n'y a eu que 114 non. Ce référendum féminin d'avril 14 est suivi par vous avez aussi la photo dans l'exposition, par la première des grandes manifestations féministes de rue en France, qui est la manifestation suffragiste du 5 juillet 1914, où plusieurs milliers de femmes... Alors, il y a le rapport du commissaire dans l'exposition qui dit 1300 plus 300, environ 1000. Plus que ça, au moins 5000 ou 6000 femmes défilent en l'honneur de Condorcet. Et pourquoi Condorcet ? Parce que Condorcet avait écrit en 1790 une brochure favorable au droit de cité des femmes. Donc, c'était un suffragiste avant la lettre, dès la Révolution française. De l'autre côté, vous avez un autre objet représenté présenté dans l'ouvrage, qui sont les bannières réalisées par une Britannique, Talia Campbell, pour les femmes activistes antinucléaires du Women's Peace Camp, qui entourent dans les années 1980 la base aérienne de Greenham Common, dans le sud de l'Angleterre, pour empêcher, ils n'y arrivent pas, puis protester contre l'arrivée de missiles de croisière venus des États-Unis. Et finalement, elles gagnent. Au bout d'un certain temps, les missiles s'en vont. Donc il y a eu beaucoup de bannières, elles entourent, elles dansent, c'est extrêmement aussi joyeux, comme vous le voyez dans de nombreuses affiches ou photos de l'exposition. Cela me fait aborder une question. Les féministes sont-elles toujours pacifistes ? Les femmes sont-elles toujours pacifistes ? Certaines féministes associent le pacifisme des femmes à la maternité. Si on donne la vie, on ne peut pas être du côté de la mort. C'est plus compliqué que cela, comme on l'a vu en 14-18, où la plupart des militantes qui s'étaient déclarées pacifistes dans les congrès internationaux d'avant 14 ont accepté les unions sacrées dans chacun des pays belligérants. En même temps, ce lien féminisme-pacifisme existe depuis la naissance du féminisme. Ainsi, et là moi je l'ai appris parce que je ne le connaissais pas, c'est en cherchant des auteurs étrangers, ainsi en 1854, lors de la guerre de Crimée, provoquée déjà par l'expansionnisme russe, la Suédoise Fredrika Bremer, j'avoue que je ne connaissais pas cette militante auparavant, célèbre écrivaine qui dénonce dans ses romans la situation subalterne des femmes, on l'appelle souvent la Jane Austen de Suède. Donc Fredrika Bremer lance en 1854 dans le Times, ça veut dire qu'elle est connue en Europe occidentale, puisqu'elle peut lancer un appel dans un quotidien anglais. Donc elle lance un appel aux femmes du monde entier pour créer une alliance féminine pour la paix. L'appel est sans effet pendant cette guerre de Crimée, mais les générations suivantes le connaissent, réaffirment le pacifisme des femmes, notamment lors des congrès internationaux d'avant la Première Guerre. Et ceux qui inviteront au congrès de La Haye en 1915, congrès qui sera à l'origine de cette Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté dont je parlais tout à l'heure, connaissent et se rappellent de cet acte militant de cette Suédoise en 1854. Alors entrons maintenant plus avant donc, dans le contenu de l'ouvrage. Qui apprend-on ? Donc j'évoquerai à la fois quelques idées générales qui s'en dégagent et j'évoquerai un petit peu sa structuration en 4 parties chronologiques pour faire aussi des résonances avec l'exposition. Alors première idée générale, Yannick et moi on a été très frappés par la précocité, pas seulement en Occident, de la prise de conscience par des femmes des discriminations dont elles sont l'objet. Ainsi, l'ouvrage évoque la figure, et là aussi,
Yannick et moi, on a beaucoup appris parce qu'on ne peut pas tout connaître sur les féministes du monde entier. Donc l'ouvrage évoque la figure et le combat d'une indienne, l'indienne Savitrabai Phule, 1831-1897, qui, au milieu du XIXe siècle, donc en Inde, dénonce l'imbrication des dominations de caste et de genre. On peut dire que c'est une approche intersectionnelle avant l'invention du concept. Lutte pour l'éducation des filles de toutes les castes et de toutes les religions, musulmanes ou hindouistes, et contre le mariage des enfants. Avec son mari, auquel elle a été mariée à 9 ans, elle fait campagne pour le mariage intercaste et pour le remariage des veuves, qui étaient souvent condamnées, même parfois invitées à se suicider. On n'a pas tellement trouvé de documents sauf ce timbre. Ce qui est intéressant, c'est que ce timbre, le timbre en son honneur est émis en 1998. En l'honneur de son mari, il avait été émis 15 ans auparavant. Donc là aussi, encore une différence. Mais l'université de sa ville natale de Pune porte son nom et c'est un des grands lieux de recherche féministe en Inde, donc à Pune en Inde. Deuxième idée générale, ce qui est souvent présenté comme nouveau, et on entend beaucoup aujourd'hui, cette mobilisation est nouvelle, etc. En même temps, je sais que présenter une revendication et une action comme nouvelle est mobilisateur. C'est important pour mobiliser. Donc ce qui est souvent présenté comme nouveau, caractérisant nos temps présents, aujourd'hui, ne l'est pas toujours véritablement. Le combat commun contre le racisme et pour le féminisme est ancien, tout comme l'articulation féminisme-anticolonialisme. De même, l'écoféminisme n'est pas une nouveauté du XXIe siècle. L'ouvrage en présente 2 grandes mobilisations. Le mouvement Chipko en Inde. Chipko, ça veut dire coller. Pourquoi le mouvement Chipko? Parce que les femmes se collent aux arbres, enlacent les arbres pour éviter la déforestation qui dégrade leur environnement et les appauvrit. Et cette mobilisation Chipko a beaucoup inspiré une des grandes théoriciennes mondiales de l'écoféminisme, qui est l'indienne Vandana Shiva. Peut-être qu'elle est traduite, il y a des ouvrages traduits en français. Le deuxième mouvement écoféministe présenté dans l'ouvrage, c'est le Green Belt Movement au Kenya, aussi dans les années 70, et qui est une plantation d'arbres à large échelle, sous la houlette de Wangari Maathai, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2004. Et aujourd'hui, je crois qu'en France, on redécouvre un peu les ouvrages de la Française Françoise d'Aubonne, qui a notamment écrit en 1974 Le féminisme ou la mort. Écoféministe avant la lettre, ça avait peu d'écho dans les années 70. Troisième idée générale, l'importance et la précocité des échanges entre féministes qui, dès le XIXe siècle, s'écrivent régulièrement. Les correspondances sont des sources merveilleuses pour les historiens. Et moi, je me dis régulièrement qu'avec les emails, qu'on ne conserve pas toujours, il y a des sources d'associations qui se perdent énormément. Donc les militantes s'écrivent régulièrement, elles voyagent, malgré les difficultés et la longueur des voyages, elles se rendent à des congrès internationaux, elles lisent des œuvres traduites, et parfois elles les adaptent dans leur langue. Apprendre qu'un droit a été obtenu dans tel ou tel pays, par exemple le droit de vote en Nouvelle-Zélande, c'est les premières femmes qui ont le droit de vote en 1893, renforce la mobilisation dans les autres. Donc notre histoire mondiale est à la fois une histoire mondiale, internationale et connectée, attentive à toutes les formes de circulation des personnes et des idées, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Alors 2 exemples sur la diapo. L'ouvrage évoque d'un côté la féministe brésilienne Nízia Floresta, 1810-1885, qui est une écrivaine, s'inspirant parfois d'écrits en d'autres langues, grande voyageuse entre le Brésil, l'Italie, la France, qui meurt d'ailleurs près de Rouen. Il comporte aussi la photo que vous voyez sur la droite, et vous pouvez voir des photos équivalentes, c'est un archive de l'INA qui est dans l'exposition. Alors cette photo-là est prise le 8 mars 1979, donc journée internationale pour les droits des femmes, à Téhéran, donc en Iran,
par la militante états-unienne Kate Millett, invitée par les féministes iraniennes à venir s'exprimer lors de cette journée. Or, il y a aussi des militantes du MLF qui sont à Téhéran en mars 1979. L'archive de l'INA est très intéressante, là, que vous avez dans l'exposition. Or, l'ayatollah Khomeini, revenu au pouvoir en janvier 1979, donc 2 mois auparavant, a décrété le 6 mars le port obligatoire du voile au travail pour les femmes. Et de grandes manifestations sont organisées pour contester ce décret de Khomeini. Kate Millett est expulsée le 19 mars. Il y a un recul du pouvoir, mais qui n'est que temporaire, et l'exposition met aussi bien en avant les mouvements récents en Iran, après l'assassinat de Mahsa Amini et le mouvement Femmes, Vie, Liberté, notamment contre le port obligatoire du voile. Je vais maintenant finir en évoquant les différentes séquences chronologiques de l'ouvrage. Je vous les ai indiquées là. Et ce qui est intéressant pour les historiens, c'est toujours une question importante de comment distinguer des périodes. Et l'exposition n'a pas choisi exactement les mêmes coupures, notamment pour la partie 2 et 3. Il y a toujours une réflexion sur comment couper, qu'est-ce qui caractérise une période. Alors, pourquoi on n'a pas exactement les mêmes coupures? Sans doute parce que la mondialisation nous a invités à ces coupures-là. La première... voilà. Donc, nous, c'est 1789-1870, ça recoupe comme dans l'expo, mais ensuite, les parties 2 et 3 sont différentes. 1870-1920, féminisme s'organise à l'échelle nationale et internationale. 1920-1970, le féminisme se mondialise. Et 1970-2000, militer pour la liberté des femmes, je crois ici, c'est combat tous azimuts ou lutte tous azimuts, quelque chose comme ça. Et puis, nous, à partir de 2000, c'est seulement une postface rédigée par Yannick et moi. Alors, première partie, nous commençons aussi, comme dans l'exposition, par la Révolution française. Et nous allons jusqu'en 1870. Et comme nous ne parlons pas que de la France, nous évoquons peu les révolutions, ou très très rapidement, la Révolution de 1830, la Révolution de 1848, 1830-1848 en Europe. Donc cette première séquence, si on la prend à l'échelle mondiale, se caractérise, malgré la convention de Seneca Falls aux États-Unis en 1848, comme le temps des actions individuelles de féminisme ou celles de petits groupes qui fondent un journal, telles les Saint-Simoniennes françaises dans les années 1830-1840, ou les Italiennes qui lancent la revue La Donna en 1868, et vous voyez le sous-titre « Périodique d'éducation ». Si certaines militantes réclament déjà l'égalité civile et politique, et notamment en France, vous savez que en 1948, les femmes réclament, des femmes, pas les femmes, des femmes réclament l'égalité politique, et Jeanne de Rouen se présente aux élections législatives en 1849. Donc, malgré ce combat minoritaire, la période se caractérise essentiellement. Le combat prioritaire reste l'éducation des filles, fondement de l'émancipation des femmes. Et ce combat passe par l'ouverture d'écoles, la publication de brochures, de manuels. Durant le demi-siècle suivant, donc qui court de 1870 à 1920, le féminisme s'organise réellement à l'échelle nationale et internationale. Création, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Conseil international des femmes en 1888, de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes en 1904. Donc c'est une scission du CIF pour se concentrer sur la question des droits politiques. Alliance internationale pour le suffrage des femmes en 1904, de l'Internationale des femmes socialistes en 1907, cette internationale qui en 1910 propose une journée pour les droits des femmes, c'est l'origine du 8 mars. Donc trois grandes organisations internationales avant 1914, leur branche nationale, une vingtaine pour le Conseil international des femmes en 1914, sont présentes essentiellement en Europe et en Amérique du Nord,
mais certaines existent déjà en Amérique latine, notamment en Argentine. L'Argentine a été assez précoce en Amérique latine. Parallèlement, une contestation féministe émerge au Japon et en Chine. Vous vous souvenez de la chinoise décapitée en 1907. Au Japon, Kishida Toshiko, considérée comme la pionnière du féminisme au Japon, 1861-1901, milite dès les années 1880 par l'écrit et par des discours tenus en public. C'est la première femme qui a osé parler en public pour la démocratisation de son pays, c'est toujours contre le régime impérial, et pour l'émancipation des femmes, contestant dans son pays la soumission confucéenne. Elle rédige un appel à mes sœurs compatriotes, un petit peu comme la chinoise de tout à l'heure, et cet appel inspire la génération suivante, donc génération après Kishida Toshiko, celle rassemblée autour de la revue Seito, et la diapositive vous montre des très belles couvertures de cette revue japonaise qui paraît, une revue lancée en 1911, qui va durer plusieurs années. Comme la Fronde en France, comme la Fronde de Marguerite Durand, c'est une revue entièrement rédigée par des femmes et un lieu de débat houleux, notamment sur la sexualité. En effet, en Europe comme ailleurs, les féministes s'accordent sur des priorités que je vous ai indiquées sur la diapo. Obtenir l'égalité civile, et la lutte contre le code civil est bien illustrée dans l'exposition, notamment en 1904, brûler le code civil en place publique au moment du centenaire 1804-1904. Donc obtenir l'égalité civile, lutter contre la prostitution, améliorer la condition des travailleuses, ouvrir toutes les écoles et tous les métiers aux filles. Avant 14, c'est ce qu'on appelle souvent l'époque des premières, femmes pionnières, première femme à entrer, à devenir médecin, première femme à devenir avocate, etc., etc. Mais les féministes se divisent aussi à l'époque sur la réforme sexuelle. Le moralisme est quand même très très fort dans la majorité du féminisme. Division sur la réforme sexuelle et sur la libre maternité, et un temps également sur la question des droits politiques. Je soulignerai de nouveau, comme tout à l'heure, l'importance des connexions entre organisations et militantes féministes dès avant 14. Ce n'est pas du tout une invention des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux favorisent la rapidité des communications, mais elles existaient déjà auparavant entre les militantes. Les militantes, comme je l'ai dit, sont en contact par la correspondance, la circulation des journaux, des brochures, les congrès internationaux qui interviennent tous les 2 ou 3 ans, le congrès international du Conseil international des femmes, congrès internationaux de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Vous avez cette belle affiche pour le congrès international de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes de Budapest en 1913. L'autre document qui est dans le bouquin aussi est intéressant. C'est une photo d'une militante australienne qui s'appelle Vida Goldstein, affirmant en 1912 sa solidarité avec les suffragettes britanniques. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle affirme sa solidarité? Elle vend dans la rue le journal des suffragettes britanniques, le vote pour les femmes, c'est le titre du journal des suffragettes britanniques, et ce journal dénonce la torture. Qu'est-ce que c'est que cette torture contre les suffragettes britanniques? C'est ce que montrait aussi le film Les suffragettes. C'est le gavage des militantes emprisonnées qui font la grève de la faim. Donc, une Australienne soutient les militantes de l'autre côté aux antipodes. Troisième séquence chronologique, des années 20 aux années 60 incluses. On a mis là ensemble, car c'est véritablement la période de la véritable mondialisation du féminisme. Cette période n'est pas, sauf dans les États dictatoriaux d'Europe, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar, une période de reflux du féminisme, comme on l'a dit longtemps, en regardant que l'Europe. Au contraire, on peut parler, comme je le disais, d'une véritable mondialisation des mobilisations féministes, désormais présentes sur tous les continents. Alors, je vais vous en montrer plusieurs exemples. En Afghanistan, c'est la photo de gauche,
dans les années 20, donc en Afghanistan, dans les années 20, un premier mouvement de femmes est organisé par les membres de l'élite, dont la reine Souraya Tarzi, que vous voyez là en tournée mondiale avec son mari en 1928. Là, je crois qu'elle est à Londres. Tous deux vêtus à l'occidental. Dans ce pays indépendant depuis 1919, des réformes progressistes, dont l'ouverture d'écoles pour les filles, sont adoptées. Mais le régime tombe à la fin des années 20. L'histoire de l'Afghanistan, c'est malheureusement une succession de coups d'État. Et je crois aussi qu'un des drames de l'Afghanistan, c'est aussi le fait que toutes les réformes progressistes n'ont touché que les villes. Ils ont beaucoup eu de mal à s'étendre dans les zones rurales, d'où sont surgis des mouvements réactionnaires. Deuxième photo sur la droite, c'est en Égypte, Égypte indépendante depuis 1922, Ouda Sha'arawi, c'est celle du milieu, fonde l'Union féministe égyptienne et participe en 1923, c'est une photo prise à Rome, elle participe en 1923 au congrès de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes, donc un autre congrès. Et elle se dévoile en rentrant au Caire, ce qui fait beaucoup de bruit à l'époque. Et elle fonde l'année suivante la revue L'Égyptienne, dont le sous-titre, qui est une revue écrite en français, dont le sous-titre est Féminisme, sociologie, art. Bien sûr, ça touche essentiellement les classes éduquées du pays. Mais là aussi, quand même, un premier mouvement féministe important. Au même moment, des femmes d'Asie se réunissent à Damas, donc en Syrie sous mandat, à Lahore, dans l'Inde coloniale, à Téhéran, au début des années 30, pour forger l'unité des femmes asiatiques, défendre leurs propres revendications et contribuer aux luttes anticoloniales. Vous avez une conférence des femmes d'Asie à Lahore en 1930. Dans les territoires sous domination coloniale, à l'époque l'Afrique, l'Inde, l'Indochine, les mobilisations s'articulent au combat pour l'indépendance, mais en même temps, elles veulent imposer la question des femmes aux partis nationalistes. Comme l'écrit en 1956 l'institutrice malienne Aïssata Sow Coulibaly, le Mali n'est pas encore indépendant en 1956, les femmes sont doublement esclaves, soumises à la fois à la domination coloniale et à la domination patriarcale. Après 1945, on l'a mis dans la même période, des aspects nouveaux préparent l'éclosion des mouvements de libération des années 70. D'une part, la conscientisation de nombreuses femmes par la lecture du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, publié en 1949 et qui a été traduit dans de multiples langues. Affrontement sur le modèle d'émancipation après la naissance en 1945 d'une nouvelle internationale, donc une cinquième internationale, qui s'inscrit en guerre froide dans le camp soviétique, la Fédération démocratique internationale des femmes. Affirmation d'un féminisme africain dans les États indépendants. Vous avez une couverture de la revue Awa qui paraît à Dakar entre 1964 et 1973. Développement des mobilisations pour le contrôle des naissances. En France, c'est la naissance de la maternité heureuse qui deviendra en 1956, qui deviendra le planning familial en 1960, et affirmation d'un art qui se revendique féministe. Là, je vous montre ce document qui est aussi dans l'ouvrage. La plus célèbre des artistes qui se revendiquent du féminisme à l'époque est Niki de Saint-Phal, donc 1930-2002, qui entend représenter autrement le corps des femmes. Ce sont ces nanas, femmes corpulentes et puissantes. En 1966, s'ouvre à Stockholm l'exposition Le pouvoir aux nanas, où, pour accueillir les visiteurs, elle construit l'immense sculpture appelée, alors je ne sais pas si on dit on ou on, ça veut dire elle en suédois, et chacun entre dans l'expo par le vagin de la sculpture,
changement de perspective par rapport à l'origine du monde de Courbet. Quatrième séquence chronologique, et j'aurai bientôt fini, 1970-2000, sans doute la mieux connue de vous et qui est très bien représentée dans l'exposition. Les féministes continuent de lutter pour l'égalité, notamment au travail, mais le combat prioritaire est désormais celui pour la liberté de disposer de son corps, par l'accès libre et gratuit à la contraception et à l'avortement. Je crois qu'il y a cette affiche aussi dans l'expo. Ils ne décideront plus pour nous, c'est celle que je préfère de ces années-là. Donc vous avez le médecin, le prêtre, le capitaliste et le juge, qui sont sur le ventre d'une femme enceinte, qui dit donc ils ne décideront plus pour nous. Également, combat déjà contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Donc là aussi, les luttes contre les violences sexuelles et sexistes, ce n'est pas complètement nouveau. Il y avait déjà dans les années 70 une lutte contre ces violences. Il y a une belle affiche aussi sur le viol qui date des années 70, je crois. Et il y a eu un tribunal international à Bruxelles en 1976. Cet activisme pour la contraception et l'avortement libre et gratuit n'est pas qu'occidental, mais il ne peut s'exprimer que dans les démocraties. C'est pour ça que je vous ai mis la photo de gauche, qui est le 8 mars 1984 à Buenos Aires, en Argentine. C'est la première journée des femmes après la chute de la dictature argentine, dictature entre 1976 et 1983. Les mouvements féministes sous les dictatures, ça n'existe pas beaucoup, ou seulement clandestinement. Donc ce jour-là, Maria Elena Odone, O-D-O-N-E, fondatrice du mouvement de libération des femmes argentines, monte les escaliers de la place du Congrès avec une banderole qui fera controverse dans la presse. Vous voyez son nom à la maternité, oui au plaisir. Dans un pays très catholique, ça fait un petit peu polémique. Vous savez aussi que la légalisation de l'avortement en Argentine n'a été obtenue qu'en 2020, donc bien longtemps après ces combats des années 80, et que ce droit est déjà remis en cause par le nouveau président, Javier Milei. L'homme à la tronçonneuse, comme on le qualifie. Les années 70-2000, c'est aussi la période où l'ONU reconnaît la légitimité des luttes des femmes pour l'égalité et la liberté, avec l'année internationale, à l'époque on dit de la femme en 1975, la décennie de la femme 1975-1985, et les conférences mondiales qui ponctuent ces années, les 4 conférences entre 1975 et 1995. La dernière étant celle de Pékin en 1995, où je vous montre une photo des militantes du Forum des ONG qui défilent sur la Grande Muraille de Chine avec la banderole « Les droits humains sont les droits des femmes » et inversement. Ces années-là sont aussi les années 70-2000, celles où naissent les Women's Studies, d'abord aux États-Unis puis dans d'autres pays d'Europe, les années où naît l'écriture de l'histoire des femmes, sans lequel ni le livre ni l'expo n'existeraient, puisque c'est quand même une cinquantaine d'années qu'on écrit l'histoire des femmes. Ce sont des années où est enfin inauguré un quasi nouveau moyen d'action féministe. Il existait dans le monde du travail, la grève des femmes, inaugurée le 24 octobre 1875 par les Islandaises, qui paralysent le pays avec succès. Et vous savez que la première femme chef d'État au monde, c'est une Islandaise, alors Vigdis Finnbogadóttir, élue en 1980, avait participé à cette grève des femmes de 1975 et avait été très marquée par cette grève des femmes et le succès de cette grève des femmes. Ce mode d'action grève des femmes, les femmes s'arrêtent, elles arrêtent tout, est repris le 14 juin 1991 par les Suissesses, c'est la photo, avec un magnifique slogan, d'habitude on range, aujourd'hui on dérange. Ces Suissesses qui obtiennent après cette grève des femmes une loi sur l'égalité au travail. Et d'autres pays suivent, la grève des femmes est maintenant un mode d'action assez fréquent, en Espagne en 2018, dans les années suivantes, et aussi encore en Suisse et en France aussi de temps à autre.
Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les dernières années, des années 2000-2024, n'ont été présentées dans l'ouvrage que par une postface, où bien sûr on évoque le mouvement MeToo, on évoque les mobilisations internationales, on évoque les mouvements LGBT+, et on évoque l'intersectionnalité, mais sans document, sans entrée comme pour les parties précédentes. Voilà, donc merci de votre attention, mais finalement, je n'ai pas trop parlé. On a tout un temps d'échange, on a une demi-heure. Vous pouvez poser des questions, réagir, et puis on gardera un petit temps aussi pour les livres si vous souhaitez acheter, si vous souhaitez une dédicace. Merci pour cette présentation. Vous avez évoqué des différences entre les groupes dans le monde, notamment sur les revendications sexuelles et civiques. Quelles étaient ces différences principales que vous avez pu constater dans ces mouvements dans le monde? Oui, enfin, j'ai évoqué donc, les féminismes au pluriel, donc une grande diversité, à la fois une diversité dans le temps, chronologiquement, première vague, deuxième vague, une diversité dans l'espace, avec des décalages chronologiques sur les revendications entre les différents pays. C'est vrai que l'Europe occidentale, les États-Unis ont quand même été un peu pionniers dans les revendications, et très souvent dans les États colonisés, comme en Indochine ou en Afrique, les militantes disent qu'elles ont appris, au début, elles ont appris par les contacts avec les militantes occidentales. Et ensuite, elles ont développé leurs propres revendications parce qu'elles vivent des choses différentes et parce qu'elles étaient aussi sous domination coloniale. Et puis la troisième source de diversité, c'est à un moment donné, il y a des courants différents. Il y a toujours eu, dans tous les féministes et dans tous les mouvements militants aussi, les syndicats c'est pareil, des mouvements qui n'avaient pas les mêmes conceptions, ni théoriques, ni les mêmes choix de mode d'action, et ça a souvent fait des conflits. C'est-à-dire que l'histoire des féministes, ça ne doit pas être une histoire irénique. La sororité, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui existe, mais aussi cette sororité est traversée très souvent de conflits, d'anathèmes, ça fait aussi partie de l'histoire de tout mouvement militant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si vous... Oui, la comparaison avec les syndicats est intéressante, effectivement. On peut des formes de cause de manière très différentes, des revendications différentes. Mais je m'interrogeais sur cette différence de revendication par rapport à leur approche culturelle, effectivement, qui peut être très différente d'un continent à l'autre. Oui, par exemple, les militantes africaines sont souvent beaucoup plus maternalistes que les militantes occidentales. Elles sont elles sont moins, enfin elles veulent moins, elles disent notre culture met en avant la mère, l'importance du lien maternel, etc. Donc elles sont souvent plus réformistes aussi que des militantes occidentales. Il y a eu notamment dans les conférences, dans les grandes conférences mondiales, parfois des incompréhensions entre militantes des différents continents parce qu'elles ne voyaient pas les choses de la même façon. Mais en même temps, il y a aussi des droits universels. Faire attention au relativisme culturel. Je crois qu'il y a des droits universels qui doivent être défendus. C'est aussi un débat, ça. Qu'est-ce qui est acceptable Est-ce que tout est acceptable dans toutes les cultures, dans toutes les traditions? Personnellement, je ne dirais pas ça. Oui. Bonsoir. Je me demandais si vous aviez pu observer à l'international le lien conflictuel qui existe en France et en Europe en général entre féminisme et Église catholique. Est-ce qu'il est pareil dans d'autres pays? Est-ce qu'avec d'autres religions c'est aussi conflictuel? Par rapport à la religion, comment ça se passe à l'international? Oui, alors très, très souvent, les féministes se sont opposés
aux religions, les religions mettant souvent les femmes dans une case, que ce soit le catholicisme ou l'islam, etc. Donc oui, le féminisme... Alors, toutefois, il y a des femmes qui se sont revendiquées, y compris en France, hein, à la fin du XIXe siècle, qui ont tenté de mettre en place un mouvement qui s'appelait le féminisme chrétien, mais qui était plus du côté de la complémentarité des sexes que de l'égalité des sexes. Donc, dans toutes les religions, ça a toujours été conflictuel. Et ça l'est encore aujourd'hui. Le terme féministe divise aussi en fait. Oui. Parce que tu as sans doute évoqué là des femmes qui ne s'identifieraient pas comme féministes, qui ont existé avant que le mot n'existe. Le mot n'existe pas dans toutes les langues. En japonais, par exemple, c'est un mouvement pour l'émancipation des femmes. Il n'y a pas un mot unique. Les Africaines, notamment, se reconnaissent rarement dans le mot féminisme. Oui, ou elles disent qu'elles ne sont pas pour le féminisme à l'occidental, il y a autre chose. Mais le mot même, en fait, oui. est associé à quelque chose qui serait occidental. Oui, tout à fait. Alors, je sais pas, dans l'exposition, on n'en parlait pas, mais je ne sais pas si l'Assemblée connaît l'origine du terme en France. Donc c'est Hubertine Auclair qui est citée dans l'exposition, qui donne à ce terme son sens actuel, hein, positif, de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors qu'à l'origine, en France, c'est un terme médical, hein, qui désigne un défaut de virilité chez les hommes. C'est une transformation extrêmement intéressante, un renversement du sens. Et Hubertine Auclair est une figure assez intéressante. Elle réclamait le droit de vote dès les années 1880 en France. Elle a créé son journal La Citoyenne, alors que les autres féministes considéraient que c'était prématuré. Le droit de vote est devenu prioritaire pour les féministes françaises qu'à partir des années 1900. L'Union française pour le suffrage des femmes née en 1909. Et le mot reste parfois encore moins péjoratif que suffragette. Suffragette reste péjoratif, je crois. Pétroleuse aussi. Je crois que pour le mouvement MeToo a fait beaucoup pour acclimater un peu la revendication féministe dans les démocraties occidentales, il me semble. Ça ne veut pas dire que tout le monde est convaincu, hein, mais... Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. Que pensez-vous du féminisme associé à la philanthropie de 1920 et son évolution actuelle? Féminisme et philanthropie? Oui. Alors c'est vrai notamment en France, hein, le féminisme majoritairement modéré a été longtemps lié à la philanthropie féminine, notamment protestante. Et qu'une partie des revendications des suffragistes, donc les plus modérés, était il faut donner le droit de vote aux femmes pour qu'elles apportent leurs qualités spécifiques de femmes, la concorde, le dévouement, enfin, ce qu'on appellerait le care aujourd'hui, qu'elles apportent du care dans la vie de la cité. Et notamment, je vous ai parlé de cette grande manifestation du 5 juillet 14, dans le grand journal de l'époque qui s'appelle La Française, qui est un hebdomadaire à l'époque, je crois que c'est le 6 juillet, paraît un numéro entièrement consacré à la question du vote. Les femmes veulent voter. Et il y a un grand article sur plusieurs pages qui est assorti de dessins. Et ces dessins disent « Si les femmes votent, il n'y aura plus de guerre ». On est le 6 juillet 14. Si les femmes votent, il n'y aura plus de taudis. Si les femmes votent, il n'y aura plus de délinquance juvénile. Si les femmes votent, il n'y aura plus de tuberculose. Si les femmes votent, il n'y aura plus d'alcoolisme, etc. La lutte contre les fléaux sociaux. Donc là, pendant très longtemps,
notamment chez la partie la plus modérée du féminisme, le lien avec la philanthropie est important. Et dans les années 20, on trouve encore des affiches comme ça de l'UFSF avec une urne. On affiche des femmes devant une urne, et l'urne, c'est marqué contre l'alcool, contre le taudis, contre la tuberculose. Mais aujourd'hui, on revalorise un peu cette notion de care. Moi, je parlais souvent d'utopie suffragiste, en fait. Si les femmes votent, il y aura. Je parle d'utopie suffragiste, mais on l'a vu aussi au moment des débats sur la parité. Chez certaines militantes, il y avait, s'il y a égalité de représentation politique des femmes et des hommes, la vie politique va changer, notamment la vie va s'améliorer pour tout le monde, il y aura plus d'égalité. Il y a eu aussi cette utopie paritaire. Mais l'utopie, c'est important, ça fait bouger. Est-ce qu'on peut quantifier la présence d'hommes dans ces combats, et est-ce qu'elle d'hommes du genre masculin, donc, hein, et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une progression, une porosité qu'il y avait quelques mois avant? Parce que vous n'en parlez pas du tout, oui, sur... voilà, les hommes féministes. Il y a eu une thèse là-dessus. Il y a eu une thèse sur les... Alors, bon, à l'échelle mondiale, je ne saurais pas vous répondre. Pour la France, quelques éléments. Quantifier, c'est difficile. Mais dès avant 14, il y a des hommes qui soutiennent le combat féministe. Notamment, il y a une ligue des électeurs pour le suffrage des femmes. Se crée à la Chambre un groupe des droits des femmes, qui est minoritaire, mais qui existe. Hein. Donc il y a toujours eu quand même des hommes féministes. Est-ce qu'il y a une croissance? Bon, j'ai l'impression, dans les nouvelles générations quand même, depuis, je sais pas, 50 ans, il y a quand même une évolution chez les plus jeunes vers une reconnaissance de l'égalité entre les sexes un militantisme. Bon, mais il y a les deux. Les hommes aussi sont divisés. J'ai oublié de dire cette phrase, je disais toujours aux étudiants, la femme n'existe pas. Donc il y a les femmes ou il y a des femmes. Donc la femme, c'est un mythe, c'est une construction mentale. Et les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Toutes les femmes ne sont pas féministes. Sinon le monde aurait changé depuis très très longtemps. Et tous les hommes ne sont pas antiféministes, tous les hommes ne sont pas féministes. Alors j'ai eu un peu de mal, moi, avec les hommes... de la culture du viol, j'ai eu du mal à accepter un peu que tous les hommes ne sont pas des violeurs. Mais en même temps, je comprends ce que veut dire la culture du viol, mais j'ai mis un certain temps à accepter l'expression qui tend à uniformiser, à mettre l'ensemble des hommes sous cette appellation de potentiel violeur. C'est pas tant que c'est une appellation potentielle au viol, c'est plutôt que... Oui, je crois que j'ai compris maintenant que c'est... Cela indique juste que... C'est un culte... Enfin, le fait qu'il y a... Cela indique juste que par leurs actions quotidiennes, ils permettent ou laissent faire, laissent s'installer cette culture du viol. C'est pas tout à fait la même chose. L'idée n'est pas de dire que tous les hommes, effectivement, sont des violeurs. Mais l'idée est de dire que tous les hommes participent malgré eux. Oui, ils bénéficient d'un système où ils sont... bénéficient d'un système où ils sont favorisés. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on devient féministe? Est-ce que des événements marquants dans notre vie de femme ou de maman font qu'on peut devenir féministe? Ou je ne sais pas, je vous demande. Et d'autre part, quels sont les éléments marquants, les observations marquantes qui font qu'on peut dire cette personne est féministe sans pour autant manifester et faire du bruit? Elle est féministe au fond d'elle, vraiment. Quels sont les... Ah, oui. Voilà. Bah, en fait, on a quand même des témoignages de parcours de femmes, en fait, dans le passé et aujourd'hui. Il y a très souvent un moment où la discrimination sociale qui existe touche la personne. Et c'est souvent cela qui déclenche
l'adhésion au féminisme. Alors, on a l'exemple de Marguerite Durand. Marguerite Durand, elle n'est pas citée, hein, je crois, dans l'expo, Marguerite Durand. C'est la fondatrice du journal La Fronde en 1897, donc entièrement rédigé, qu'elle dirige, entièrement rédigé, dirigé, composé par des femmes. Et Marguerite Durand, au départ, n'était pas du tout féministe. Elle était même, elle écrivait pour Le Figaro. Elle a été envoyée à un congrès international à Paris en 1896, un congrès international féministe, pour en faire un article critique. Elle était envoyée par son journal pour dénoncer, se moquer de ces femmes réunies à Paris pour les droits des femmes. Et elle a une sorte de chemin de Damas, elle est convaincue par ce qu'elle entend et elle devient féministe. Donc elle, c'est la prise de conscience de l'intérêt, de l'argumentaire féministe qui la convainc. Mais très souvent, dans les parcours de vie, c'est aussi le fait de se confronter à une discrimination. Alors après, la deuxième partie de votre question, c'est plus difficile. Je pense que beaucoup de femmes sont... Parce que beaucoup de femmes disent « je ne suis pas féministe, mais je voudrais qu'il y ait plus d'égalité, mais je voudrais gagner comme les hommes ». Donc elles le sont. Mais c'est toujours la charge mentale, la charge sociale et culturelle d'un terme que certaines n'osent pas assumer tout en étant féministes en l'âme, comme oui. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez pu constater que quand il y a eu le premier gouvernement sous Giscard d'Estaing, où on a créé avec Françoise Giroud un ministère de la condition féminine, ça a un élan supplémentaire vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'elles se sont reconnues ou est-ce qu'elles se sont dit on joue avec nous pour faire bien, ce qui arrive souvent d'ailleurs. Ça fait toujours bien d'étaler parce que c'était quand même assez... Enfin moi j'étais très jeune à l'époque, hein. Mais je me souviens, et c'était quand même assez surprenant, politiquement. Tu connais mieux. Christine connaît mieux que moi cette partie. Mais j'ai répondu quand même. Après, Christine ajoutera si elle veut. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'institutionnalisation du féminisme. L'émergence d'un féminisme institutionnel qui commence un peu sous Valéry Giscard d'Estaing, qui est effectivement un modernisateur. La majorité à 18 ans, prendre Simone Veil comme ministre, ministre de la Santé pour légaliser l'IVG. Bon, Françoise Giroud n'était pas particulièrement féministe, elle a étonné d'être... Moi, je connais mieux, et j'ai travaillé sur Archives, là, pour Yvette Roudy. Yvette Roudy, qui va être ministre des droits de la femme, et qui, elle, veut vraiment institutionnaliser le féminisme. Elle disait... Je veux être une ministre pas de la condition féminine, mais du déconditionnement des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'elle voulait avoir aussi un projet culturel pour transformer les mentalités, transformer les têtes. Elle disait, je veux faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont des droits, et je veux faire prendre conscience aux hommes qui ne sont pas supérieurs aux femmes. Donc, elle a vraiment tenté d'institutionnaliser le féminisme. Elle a notamment fait un grand 8 mars grandiose, le 8 mars 82, avec une grande exposition sur les féministes qui ont marqué l'histoire de France, à Gare Saint-Lazare. Ça a été aussi, moi j'y recherche, mais je ne trouve plus mes petites boîtes d'allumettes. Sur les boîtes d'allumettes CEITA, elle avait demandé à la CEITA, qui était une entreprise publique à l'époque qui créait les boîtes d'allumettes, de mettre sur le haut de la boîte les portraits des féministes, les 60 féministes qui avaient marqué l'histoire de France, qui étaient aussi affichés Gare Saint-Lazare, dans la salle des Pas Perdus. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a convaincu Mitterrand de recevoir des femmes à l'Élysée ce jour-là. Elle a créé, elle a décerné la Légion d'honneur à des femmes, etc., etc. Et puis depuis lors, le 8 mars, et toutes les institutions, qu'elles soient plus ou moins progressistes, se sentent obligées de dire quelque chose le 8 mars. Maintenant, tout le monde sait que le 8 mars, c'est la journée des femmes. Donc si tu veux compléter un petit peu sur... Oui, sur Yvette Roudy, elle a aussi beaucoup subventionné les associations féministes qui pouvaient être critiques par rapport à l'insuffisance de la politique égalitaire du gouvernement, mais qui étaient quand même contentes de pouvoir avoir des salariés, croître, rendre des services au public qui venaient consulter par exemple le planning familial.
et d'autres associations. Alors, sous Giscard, c'est vrai que... Enfin, on parle de féminisme d'État, hein, à partir de 1974. Ça commence même un petit peu avant, au ministère du Travail. À partir de 1965, il y a le comité du travail féminin. Parce qu'il y a une augmentation du nombre de femmes salariées et des débuts de politique d'égalité. Donc c'est vrai que l'histoire des féminismes peut être aussi prise sous cet angle étatique, par le haut. Quelles sont les politiques publiques engagées par les différents gouvernements. Alors en 1974, c'est certes la droite, mais une droite libérale, qui met fin quand même à des années de gaullisme, de conservatisme gaulliste vis-à-vis des femmes. On est après les 68, il y a le MLF, donc il y a une incitation à agir du côté du gouvernement. Et donc il y a beaucoup de communication, c'est un des points communs. Alors moi, c'est vrai que j'avais étudié sur les archives de l'État, en fait, de cette politique de François Giroud. Et Françoise avait étudié la politique d'Yvette Roudy. Sur les archives Mitterrand. Et on avait une conclusion qui se rejoignait, c'est qu'il y avait eu beaucoup de communication. C'était beaucoup de verbes et finalement des réformes très limitées, des lois mal appliquées. Voilà. Donc il y avait un mouvement féministe qui trouvait que c'était insuffisant et qui ne se reconnaissait pas dans ce féminisme d'État, ou en tout cas pas toujours. Disons que c'était un sujet qui divisait. On voit bien aujourd'hui, encore, et pas en France, en fait, on met le ministère de la Famille, il y a une femme, beaucoup plus facilement qu'un homme. Il y a encore plein de choses qui sont restées... Oui, mais là, il y a quand même eu une féminisation du pouvoir incroyable depuis, grâce au lutte pour la parité. Donc c'est plus tardif, c'est à partir des années 90-2000. Ce dont je me souviens aussi, c'est que Françoise Giroud, elle avait justement fortement critiqué son ministère qu'elle a quitté. Oui, elle a fait la comédie du pouvoir. Oui, ça a duré 2 ans. Parce qu'en fait, elle était les mains liées par les hommes qui tenaient le ministère des Finances. Oui, c'est pas que ça. Oui, c'est pas que ça. Elle était furieuse que le gros dossier de l'époque, la loi Veil, lui échappe. Mais il y a quand même eu des choses. Enfin, les féministes disaient ce sont des mesurettes. C'est voilà, sans mesure. Il y avait un aspect quantitatif comme ça. Mais enfin, bon, je les avais étudiées toutes. Et on voyait au niveau du gouvernement toutes les traces des négociations sur chaque mesure. Il y avait quand même énormément de résistance, même quand ça peut paraître de toutes petites réformes. Il y avait quand même au sein de la majorité qui était à droite beaucoup de divisions. Et même pour Yvette Roudy, c'est un gouvernement de gauche, progressiste en principe, et elle a eu beaucoup de mal, y compris à faire adopter, là elle gagne, mais en catimini, le remboursement de l'IVG. Elle voulait que ça soit annoncé par Mitterrand le 8 mars 82, comme grande mesure de ce magnifique 8 mars solennel, etc. Et Mitterrand ne voulait pas. Et au sein du gouvernement, il y avait des socialistes hostiles au remboursement de l'IVG. Donc il y a eu toute une lutte dans l'année 82, en s'appuyant sur le planning familial, d'ailleurs. Parce que Mitterrand, le planning familial, il trouve que c'est une organisation... le MLF, il trouve que c'est des folles, mais le planning familial, c'est respectable, etc. Donc, en fait, c'est un peu dramatique pour les fémocrates. Moi, j'aime bien ce terme de fémocrate, c'est-à-dire féministe à l'intérieur des institutions, qui essaie de faire avancer la cause des femmes dans les structures d'État, ou les structures des organisations internationales. Marguerite Thibert était une fémocrate. Yvette Roudy, c'est une fémocrate. Leur position est extrêmement difficile, parce qu'elles se font critiquer, comme a dit Christine, par les militantes de la rue qui disent que ça ne va pas assez loin. Et à l'intérieur, elles doivent se battre continuellement pour obtenir quelque chose. Et les archives Mitterrand sur le ministère des droits des femmes, c'est absolument passionnant. Elles n'arrêtent pas d'écrire à Mitterrand en disant « Je vous apporte les votes des femmes, mais donnez-leur quelque chose. »
Et elle a une détermination, Yvette Roudy, et elle se sent critiquée. Donc elle vit ça extrêmement mal, en fait. Et c'est un profil très différent de celui de Françoise Giroud. C'est une militante, Yvette Roudy. Qui est juste une journaliste très individualiste, alors que Yvette Roudy, elle porte quand même une voix... féministe et socialiste, comme tout à fait différent. Et Françoise Giroud, par exemple, critique beaucoup l'année internationale des femmes, la première de l'ONU en 1975. Il n'y a pas vraiment de dynamique française derrière cet événement international. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Et donc on a constaté que vous avez travaillé sur l'ensemble des continents, certainement sur un grand nombre de pays. Et je voulais savoir si vous avez constaté durant vos recherches que des pays, ou du moins des sociétés, demeurent encore profondément dans un schéma archaïque, ou du moins qui ne conscientisent pas encore ce concept de féminisme qui serait absent encore aujourd'hui. Je crois que là, aujourd'hui, un exemple de l'Afghanistan, c'est véritablement, alors qu'il y a eu des manifestations dans les années 20, mais aussi dans les années 70, il y a une association révolutionnaire des femmes afghanes dans les années 70, mais aujourd'hui, les structures, l'État, le pouvoir des talibans fait que le féminisme n'a aucun sens pour ces hommes au pouvoir. En fait. Donc il y a encore des pays, où les femmes sont très maltraitées et où le féminisme n'a pas de... on se demande comment ça peut bouger en Afghanistan, sauf renversement de régime, comme il y a eu plein d'exemples depuis le début du XXe siècle. Il y a quand même une résistance. Il y a une résistance, au pouvoir en Afghanistan. Une résistance souterraine. Des réseaux pour éduquer les filles, puisqu'elles sont maintenant exclues des écoles. Il y a des liens avec l'étranger. Donc il y a quand même... Là, c'est un cas de résistance clandestine féministe, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a trouvé ce genre de réseau. Et en général, tous les régimes autoritaires sont hostiles aux droits des femmes. Donc, ils veulent mobiliser les femmes pour les soutenir, mais lorsqu'elles réclament les droits et l'autonomie de leur lutte... C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de féminisme d'extrême droite. Oui, on ne peut pas parler de ça. Non, c'est toujours bon de le rappeler. Attendez, il y a des questions là-bas, et deux questions après vous. J'avais une question. Vous avez commencé votre ouvrage en 1789, lors de la Révolution. Est-ce que c'est parce que le féminisme commence à cette période? Et si oui, est-ce que on peut employer le terme de féministe à des grands personnages de l'histoire? Je pense à Léonore d'Aquitaine, par exemple, ou Hildegard de Bingen. Est-ce qu'on peut dire de ces femmes-là qu'elles sont féministes, même si elles en ont absolument pas conscience parce que le mouvement n'est pas né à ce moment-là? Ou est-ce que c'est vraiment très très anachronique et il faut se l'interdire? C'est intéressant comme question. Bon, on a dit tout à l'heure que le mot ne prenait son sens actuel qu'à la fin du XIXe siècle. Mais on peut, en tant qu'historien, l'attribuer rétrospectivement à des individus, femmes ou hommes, antérieurement. Le mot féminisme n'existe pas au moment de la Révolution française. Mais nous disons qu'Olympe de Gouges est féministe. En même temps, l'histoire du féminisme, ce n'est pas du tout une histoire sans nuance, irénique. Olympe de Gouges, comme vous le savez, maintenant c'est bien connu, sa déclaration des droits de la femme, est guillotinée, non pas à cause de son féminisme, mais elle est guillotinée parce qu'elle est girondine, hostile à la violence révolutionnaire, hostile à la mort du roi, mais son féminisme, sa revendication de droits politiques pour les femmes est une circonstance aggravante dans son procès. Vous voyez, donc, mais elle ne se dit pas féministe. On peut dire que Poulain de la Barre, auparavant encore, qui favorable à l'éducation des filles, il y avait déjà des féministes qui écrivent de l'égalité des sexes. Je ne sais plus la date exacte, tu te souviens, Poulain de la Barre, 1750, quelque chose. Ouais, peut-être un peu. Donc, il y a des féministes, oui, avant l'invention du terme et avant la popularisation du terme. Oui. Ça s'appelle un anachronisme contrôlé. Ouais. Du moment qu'on explique, on peut utiliser le mot rétroactivement. C'est plus simple. Oui. Donc vous, puis après, il y aura monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit dans la présentation que les luttes féministes, etc., sous une dictature, c'était pas possible.
sauf clandestinement, etc. Vu la tournure que prend le monde et les sociétés d'aujourd'hui, comment nous, aujourd'hui, en tant qu'étudiants, historiens, militants, etc., on peut continuer à lutter et à revendiquer dans des pays qui ne se disent pas dictature, mais qui, comme les États-Unis aujourd'hui ou la Chine, qui deviennent de plus en plus extrémistes, comment on peut continuer oui, comment on peut. Enfin, la Chine et les États-Unis, c'est pas encore exactement la même chose. C'est plus facile de manifester aux États-Unis qu'en Chine. La Chine, bon, c'est un régime dictatorial. Ils refusent justement l'expression de mouvements féministes autonomes. Même la dénonciation, je me souviens d'une jeune chinoise qui avait tenniswoman qui avait dénoncé les violences sexuelles de son entraîneur et elle a disparu de la circulation. Donc là, après aux États-Unis, je pense qu'il faut effectivement, plus la résistance sera forte aux États-Unis, mieux ça sera pour les États-Unis et pour le monde entier. Mais on peut encore résister aux États-Unis. François, je peux compléter ta réponse avec tes propres travaux en incitant les amatrices et amateurs d'histoire à lire La tentation nationaliste. Donc tu avais travaillé sur le féminisme pendant la guerre de 14-18. Il y avait ce colloque que tu avais fait à Lyon sur les identités nationales et le féminisme entre les deux guerres. Parce que les mouvements féministes modérés peuvent aussi contribuer à ancrer des idées nationalistes et à préparer l'avènement de régimes autoritaires. Et le climat de guerre, souvent, incite à ça, de guerre, d'après-guerre, de réactions conservatrices auxquelles beaucoup de femmes peuvent participer, réduisant d'autant la dynamique féministe. Et ça inclut aussi des féministes modérés. Je ne sais pas si je l'explique très bien, mais dans l'histoire, on a quand même, en Europe, matière à réfléchir avec ce qui s'est passé pendant et après la Première Guerre mondiale, et le rôle des femmes dans ces événements-là, au-delà des munitionnettes. Voilà, on ne s'intéresse pas assez aux conduites politiques des femmes, déjà pendant ces périodes-là. Et Françoise, dans plusieurs articles, a apporté beaucoup, je trouve, sur l'alliance qui peut exister entre femmes et nationalisme. Et les suffragettes, les punkers, ont été très nationalistes pendant la Première Guerre mondiale, plus que d'autres féministes britanniques. Donc le nationalisme, c'est toujours dangereux. Oui. Oui, j'avais l'impression que les mouvements féministes ont éclos ou se sont affirmés lors de conflits ou de crises importantes. Vous commencez par la Révolution française, mais ensuite en 1948, pendant la guerre de 14, les femmes ont remplacé beaucoup d'hommes au travail. Enfin, pendant toutes ces crises, les mouvements féministes se sont affirmés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que à chaque ébranlement révolutionnaire, il y a souvent des femmes, pas toutes les femmes, des femmes qui participent à ces mouvements révolutionnaires et mettent en avant la revendication de droits spécifiques pour elles. Mais en même temps, je crois que l'éclosion des féminismes, c'est quand même les périodes de paix, de prospérité sont quand même plus favorables à l'émergence de revendications pour les droits des femmes et à l'obtention de droits pour les femmes que les périodes de tension et de conflit, en fait, où justement ressurgit le nationalisme, priorité accordée à la nation et non pas... Bon, pendant la Première Guerre mondiale, la majorité des féministes qui étaient pacifistes avant 1914 sont très nationalistes. Elles soutiennent l'union sacrée, elles disent aux femmes ne pleurez pas quand vos soldats partent quand vos maris partent au front, elles appellent les femmes à travailler pour la patrie. En même temps, est-ce qu'elles se renient complètement? C'est compliqué toujours l'histoire. Mais elles sont plus visibles en même temps. Elles sont plus, oui, et c'est ce qu'elles disent. Pendant cette guerre, les femmes montrent leurs capacités, et ces capacités, montrant ces capacités, elles devront obtenir des droits. Bien sûr. Ça n'a pas marché pour les Françaises, puisqu'elles n'ont pas obtenu le droit de vote, mais les femmes se mettent en avant et effectivement les choses changent.
C'est important de le dire parce qu'on apprend encore dans les écoles la guerre a émancipé les femmes. Oui, oui. Cette phrase atroce. Oui. Juste une petite question, dans ces moments justement d'après-guerre, où on a cette reconstruction en fait de l'identité masculine, notamment par exemple avec le régime de Vichy, comment c'est possible justement qu'en 1944, du coup, on accorde le droit de vote aux femmes? J'ai fait une conférence à Cahors la semaine dernière sur l'obtention du droit de vote et les premiers votes des femmes. Voilà. Bon, je vais essayer de vous résumer ça le maximum. En fait, on a dit que les Françaises n'ont pas, à la différence d'autres Européennes, les Françaises n'obtiennent pas le droit de vote au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que les Allemandes, les Autrichiennes, les Tchèques, les Hongroises, les États-Uniennes, les Britanniques l'obtiennent. Les Suédoises l'avaient déjà. Les premières en Europe, c'est les Finlandaises, en 1906. Donc les Françaises se mobilisent pendant toutes les décennies 20 et 30 pour obtenir ce droit de vote. Et vous avez beaucoup de photos et d'affiches dans l'exposition. Donc une mobilisation qui n'aboutit pas, puisqu'il faut attendre 1944, je vais y revenir après. Hein. Mais ce qu'on constate quand même, et bon, ça c'est le travail de Sarah Moali-Poublé, là, qui a regardé les débats parlementaires et qui a regardé la presse, l'idée que les femmes doivent voter fait son chemin dans l'opinion publique. À la fin des années 30, l'opinion est à peu près convaincue que ça doit arriver un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, vous savez que Léon Blum, donc chef du gouvernement de Front Populaire, choisit 3 femmes comme ministres. Elles sont sous-secrétaires d'État, mais les journaux disent 3 femmes ministres ou ministresses. Et Léon Blum dit lui-même un an plus tard, le fait qu'il y ait des femmes ministres sans droit de vote est un paradoxe qui ne peut pas durer et qui ne durera pas. Donc vous voyez que fin des années 30, la France est mûre pour donner le droit de vote aux femmes. D'ailleurs, le régime de Vichy nomme des conseillères municipales, si je me souviens bien, sous Vichy, donc il y a aussi des conseillères municipales. Il y en avait eu aussi des nommés ou des élus dans les années 30, en 25 et en 35 et 36, mais le régime de Vichy aussi. Alors, comment ça se passe en 1944 ? En 1944, ceux qui accordent le droit de vote aux femmes, ce n'est pas Vichy. C'est les institutions provisoires issues de la résistance, qui siègent à Alger, donc non pas en métropole, puisque c'est le régime de Vichy, mais à Alger, où il y a à la fois une assemblée consultative provisoire issue de la résistance, 80 personnes environ. Il devait y avoir 2 femmes dedans, issues de la résistance. Il devait y avoir Lucie Aubrac et une femme de la France libre qui était au Québec. Mais Lucie Aubrac ne siège pas au moment où on va donner le droit de vote parce qu'elle a été exfiltrée de France pour accoucher à Londres. Elle va accoucher de son 2e enfant, je crois en février 1944, donc elle ne siège pas en mars 1944 où on va donner le droit de vote aux femmes. Et puis la québécoise, elle a mis trop de temps en bateau pour venir du Québec, donc elle ne siège pas non plus. Donc il n'y a que des hommes, c'est 80 hommes à peu près à cette assemblée consultative. Et puis il y a aussi un exécutif, le Comité français de libération nationale, hein, et puis au sein de l'Assemblée consultative, il y a des gens qui se réunissent en commission, comme aujourd'hui, les commissions de l'Assemblée nationale. Il y a une commission de réforme de l'État qui prépare les institutions, qui prépare la réinstauration de la République en France, après la chute du régime de Vichy. Dans le cadre de cette commission de réforme de l'État, on discute de la question du droit de vote, puisqu'elle était devenue une question vraiment politique à la fin des années 30. Et De Gaulle s'était prononcé aussi, déjà en 1942, en disant demain, les hommes et les femmes participeront à la vie politique, etc., etc. Donc cette commission de réforme de l'État prévoit un texte qui doit être discuté à l'Assemblée consultative. Comme ça se fait aujourd'hui, les commissions préparent des textes et puis après c'est discuté en Assemblée plénière. Donc, dans la commission de réforme de l'État, elle est présidée par un radical, quelqu'un du Parti radical, qui s'appelle Paul Giacobbi. Et le Parti radical, c'était le parti qui était hostile au droit de vote des femmes sous la Troisième République, parce qu'il craignait notamment un vote conservateur pro-Église des femmes. Donc Paul Giacobbi, lui, arrive, comme il est hostile, il arrive à imposer un texte qui n'est pas très favorable. Il dit, vous allez discuter de cet alinéa-là, les femmes seront éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Éligibles, ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, des éligibles. Il ne veut pas mettre électrice et éligible.
Et lorsque le texte arrive à l'Assemblée consultative d'Alger, il y a un communiste qui s'appelle Fernand Grenier qui propose un amendement au texte Jacobi. Et cet amendement, c'est les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Et l'Assemblée discute. C'est encore un débat très contradictoire. Il y a des contre, il y a des pour. Alors l'intérêt l'intérêt de regarder ce débat qu'on a publié dans le premier numéro de la revue Clio, justement, en 1995, c'est que les arguments hostiles ne sont plus les mêmes que ceux de l'entre-deux-guerres ou de ceux d'avant 14. On ne peut plus dire les femmes par nature sont incapables de s'intéresser à la chose publique, les femmes par nature sont débiles, etc. etc. Ça, c'est plus possible. Donc les contres, ils mettent en avant des arguments de procédure. Ils disent on n'aura pas le temps, ça va être long d'inscrire les femmes sur les listes électorales. Il faut qu'une assemblée élue, et non pas une assemblée de non-élus, décide de cela, etc., etc. Et puis les pour, ils mettent en avant à la fois la participation des femmes à la résistance, ce qui est vrai, et ils mettent en avant aussi toujours cet argument des capacités spécifiques des femmes qui vont permettre d'apporter la concorde, de faire revivre la nation, de faire revivre l'unité nationale. Donc c'est les deux types d'arguments. Et puis il y a aussi des moments drôles. Il y en a un qui dit si vous donnez le droit de vote aux femmes maintenant, le corps électoral va être déséquilibré parce qu'il va y avoir des élections en 1945, enfin dès que la France sera libérée, mais les prisonniers ne seront pas rentrés, les déportés ne seront pas rentrés, il y aura plus de femmes que d'hommes. Toujours le déséquilibre en faveur des femmes, ça pose toujours problème. Dans l'autre sens, ça ne posait pas problème, mais dans ce sens-là, ça le pose. Et là, un député met les rieurs de son côté, enfin un membre de l'Assemblée consultative. Voulez-vous dire que les Françaises sont des déséquilibrés et ES? Naturellement, après ce débat contradictoire, il y a un vote et il y a, attendez, 61 votants. Non, il y a 50, non, pas plus que, il y a 57 pour. Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, et 16 contre. 16 contre, parmi ces 16 contre, des membres radicaux, de l'ancien parti radical, et une partie des gaullistes, alors que toute la gauche socialiste et communiste a voté pour. Et ce texte, mis au présent, devient l'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics à la libération. Donc c'est ce texte les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Ce texte, l'ordonnance, est signée par le général de Gaulle, puisqu'il est le chef du Comité français de libération nationale, mais ce n'est pas de Gaulle qui donne le droit de vote aux femmes, mais c'est plus compliqué que ça. Et ce Comité français de libération nationale devient le gouvernement provisoire de la République française. Et les femmes votent pour la première fois, on vient de fêter les 80 ans, au municipal du 29 avril et 13 mai 1945. Voilà mais c'est pas Vichy. Mais le droit de vote des femmes n'était pas inscrit dans le programme du Conseil national de la résistance. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'unité et les radicaux s'y étaient opposés. Et voilà, vous avez eu la mini-conférence sur le droit de vote en plus de la conférence générale. Merci.